Jean-Marie Le Guen, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de l'actualité de la semaine, les discours à Toulouse de François Hollande et de Benjamin Netanyahou, les élections en Amérique, la bataille de Paris qui est lancée notamment autour de vos déclarations il y a quelques jours. Et on va commencer, si vous voulez bien, par Toulouse, où on a eu un engagement très fort, probablement sans précédent de la part d'un président de la République pour combattre l'antisémitisme sans relâche. La garantie de la sécurité des Juifs est une cause nationale, a dit le président, et ce geste a été salué comme un geste extraordinaire par Richard Pasquier. À quoi vous attribuez cette prise de conscience au niveau le plus élevé ? Est-ce que c'est l'attentat de Toulouse qui est à l'origine de cela ? Je crois qu'il y a effectivement une prise de conscience de la gravité et de la nécessité de ne pas laisser dériver une situation. Ce que l'on pouvait croire, et ce qui est pour partie est tout simplement le fait d'esprits dérangés, très bien, pourrait devenir évidemment une pente beaucoup trop naturelle chez un certain nombre d'esprits faibles. Et donc il est nécessaire que l'État, de la façon la plus forte, la plus symbolique, à savoir l'engagement du président de la République, exprime la volonté farouche du gouvernement et de l'État de lutter contre toutes les formes d'antisémitisme, a fortiori évidemment contre les formes terroristes. Est-ce qu'on peut parler, comme l'a fait cette semaine Le Monde, d'un lien renouvelé entre le pouvoir socialiste et la communauté juive? Je dis pouvoir socialiste parce qu'il y a eu le président, il y a eu aussi le Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui a annoncé la tenue d'un comité interministériel avant la fin 2012. Je crois qu'il y a eu effectivement, et nous sommes un certain nombre à avoir poussé en ce sens, une volonté beaucoup plus ferme, beaucoup plus affichée, d'avoir une attitude aux côtés de la communauté. La présence de Netanyahou, dont on sait que ce n'est pas forcément l'interlocuteur politique le plus proche du président de la République ou du Premier ministre, des socialistes en général, mais cette présence et le faire à ce moment-là était, me semble-t-il, là aussi très significatif d'un engagement très ferme de François Hollande aux côtés de la communauté et dans la lutte absolument sans aucune forme de faiblesse vis-à-vis de l'antisémitisme dans toutes ses formes. Justement à propos de M. Benjamin Netanyahou, quand il dit que les Juifs, en général, pas seulement les Français, ont vocation à aller s'installer en Israël, est-ce que ça vous choque ? Écoutez, non, parce que c'est quand même quelque part un discours qui existe naturellement, j'allais dire, à partir du moment où on parle de l'État d'Israël. C'est-à-dire que cet État d'Israël est le lieu où, effectivement, les Juifs peuvent avoir la possibilité d'exprimer à la fois une identité, une présence historique et aussi par certaines formes, évidemment, des éléments de sécurité. Donc, lorsqu'il tient ce discours, ça ne me choque pas, mais j'entends immédiatement, et j'apprécie le discours de François Hollande, qui est de dire que pour lui, la communauté juive a historiquement, intellectuellement, culturellement et politiquement toute sa place au sein de la République française. Alors, on est revenu dans ces cérémonies sur l'affaire Mera et François Hollande, le président de la République, a reconnu des failles dans le suivi de Mohamed Mera. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans l'enquête ? Je crois qu'il faut aller jusqu'au bout. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il faut que ce type d'erreurs ne se reproduise pas. Vous savez qu'elles interviennent à la fois dans un contexte un petit peu transparent, de rassemblement d'un certain nombre de services de sécurité françaises, qu'on appelait avant les renseignements généraux et la DST, qui ont fusionné. Est-ce que ça fonctionne ? Premier type de question. Est-ce que ça dysfonctionne simplement ponctuellement ? Deuxièmement, il y a eu aussi une gestion très particulière de ces services de sécurité intérieure qui a fait polémique politique, disons les choses. Alors là aussi, il faut avoir le cœur net. Donc, sans que l'on tombe dans la polémique, il faut passer absolument de façon précise au microscope toutes les problématiques qui ont pu aboutir aux failles, reconnues comme telles, à tout le moins, dans l'organisation de nos services de sécurité. Il est intolérable qu'on ne fasse pas ce travail. Donc nous allons le faire. Et est-ce que Il serait intolérable, puisque nous allons le faire. Est-ce que Mohamed Merah, selon vous, aurait pu être à un moment donné un informateur de la police qui pourrait expliquer ces failles ? Je pense que c'est une thèse qui a couru, je pense qu'elle est possible.
Et d'un certain point de vue, on peut accepter aussi que la police, mais je pense que lorsque on fait ce type d'approche, en même temps, elle justifie, comment dirais-je, une sécurité renforcée, puisqu'on sait bien que c'est un moment où on met en faiblesse son propre dispositif de sécurité. Ne rentrons pas trop dans les détails techniques, mais on voit bien que moi, je ne suis pas choqué en soi que la police recherche des informateurs. Évidemment qu'il faut qu'il y ait des informateurs. Mais en l'occurrence, je pense que c'est l'ensemble des précautions qui n'ont pas été prises. En tout cas, au niveau de connaissance qui est le mien aujourd'hui, je connais ce que connaissent évidemment l'ensemble de nos concitoyens et vous-même. Je n'ai pas accès personnellement à d'autres éléments du dossier qui pourraient exister. Donc, je réponds au niveau de connaissance commun qui est le nôtre aujourd'hui. Alors, Jean-Marie Le Guen, un mot des élections américaines. Les ralliements de dernière minute se multiplient autour du président sortant, y compris du camp républicain. L'ouragan Sandy semble avoir aussi boosté un peu sa candidature. C'est fait pour M. Obama ? Écoutez, je me garderai bien de le dire, d'abord parce que je ne suis pas... D'abord, une élection n'est jamais faite avant qu'elle ait lieu. Deuxièmement, je ne suis pas un expert à ce point de la situation électorale américaine. Il semble se dessiner véritablement un mouvement de prise de conscience autour de l'aspect rationnel et raisonnable de la candidature d'Obama. On voit bien quand même à travers ces campagnes que l'Amérique est hantée par un certain nombre de ces démons qui nous font un peu peur, à nous, Européens, quand on voit la radicalité d'un certain nombre de discours fondamentalistes, républicains, très agressifs vis-à-vis du reste du monde, très durs sur les problèmes de société intérieure, en faveur d'une déréglementation augmenter encore au plan économique. Tous ces éléments nous inquiètent. Et donc, je pense qu'il est logique que nous voyons que le mouvement de rationalisation et de rassemblement autour d'Obama porte ses fruits. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Jean-Marc Ayrault a dit qu'il choisirait Obama s'il pouvait voter lui aussi. Est-ce que le Premier ministre est dans son rôle quand il dit cela ? Oui, bien sûr. Je crois que ce serait de l'hypocrisie de ne pas le dire à titre personnel. D'ailleurs, je crois que François Hollande... On vous a posé la question, vous ne voulez pas vous répondre si, moi je réponds volontiers. J'ai essayé d'exprimer pourquoi j'étais pour Obama. Je suis non seulement pour Obama, mais très inquiet de ce qui serait une gouvernance Romney. Inquiet pour le monde, inquiet pour l'Europe. Voilà, donc, vous êtes député, mais le Premier ministre, lui, c'est à lui d'être cela ? Mais bien sûr, ça me paraît absolument logique. D'ailleurs, disant cela, le seul limite, je dirais, ses propos, c'est qu'il ne faut pas qu'il le dise très fort, parce que, étant donné le sentiment parfois de francophobie qui peut exister aux États-Unis, ça ne profiterait peut-être pas à Obama. C'est la seule limite que je vois à cette prise de position. Personne n'a été choqué d'entendre Mme Merkel prendre position pour M. Sarkozy. Donc, je veux dire, on n'est pas spécialement choqué. Vous l'avez été, si je me souviens bien, au Parti Socialiste. On n'a pas trouvé ça toujours très habile. Et la manière dont elle l'a fait a été d'ailleurs... à Eclipse, puisque, comme vous l'avez vu, à un moment, il était question qu'elle vienne faire des meetings, et finalement, elle a jugé plus utile d'y renoncer. Je crois qu'elle a bien fait. Est-ce qu'un second mandat d'Obama sera différent, à votre avis, du premier, notamment en matière de politique étrangère ? Forcément. On aura un président à la fois plus libre, mais en même temps dans la continuité, parce que je pense qu'il a exprimé quand même ce qu'étaient ses orientations. Et en même temps, on sait très bien qu'aux États-Unis, le pouvoir est partagé entre le pouvoir du Congrès et le pouvoir de la présidence. Donc, je pense qu'il y aura du changement, mais en même temps, un changement qui ne sera pas d'une nature totalement bouleversante. Ça sera un changement mesuré. Et puis aussi, la situation mondiale a beaucoup évolué. On a vu comment Obama a récupéré une situation des États-Unis très détériorée après la gouvernance de Bush, une perte de leadership au plan mondial et qui était très puissante. Donc Obama a pour partie essayé de remonter en quelque sorte le niveau de capacité d'action politique et diplomatique des États-Unis. En même temps, il se heurte à la fois à la crise économique, à la baisse de pouvoir militaire et diplomatique et culturel d'un certain point de vue des États-Unis. On est dans un monde très instable. Les révolutions arabes, du printemps arabe, montrent bien que ni les uns ni les autres n'ont le pouvoir, quelque part, d'agir. Et donc, souvent, les pays, y compris des pays des puissances aussi grandes que celles des États-Unis, sont obligés plutôt de s'adapter face à l'évolution du monde plutôt que de prétendre la maîtriser et la conduire.
Alors, on va parler à présent des élections municipales chez nous, hein, en 2014, pardon. La droite veut une vague bleue, en tous les cas, elle l'espère. Est-ce qu'à votre avis, la gauche peut perdre Paris? En tout cas, je ne le souhaite pas. Mais je pense que la gauche aurait tort de penser que Paris lui appartient. C'est un état d'esprit que, personnellement, je n'apprécie pas. Je pense qu'en permanence, nous devons être à la hauteur de ce que demandent nos électeurs. Et donc, il faut accepter de se remettre en question. Je pense en plus que nous sommes dans une phase nouvelle. À la fois parce que Bertrand Delanoë s'en va après 2 mandats, parce qu'on est aujourd'hui au gouvernement, alors que Bertrand Delanoë a gouverné la municipalité parisienne pour l'essentiel de son mandat face à un gouvernement de droite, et puis parce qu'il y a un grand projet qui devrait rassembler toute la gauche, en tout cas, et peut-être sans doute au-delà, c'est la construction du Grand Paris. Nous avons besoin aujourd'hui de doter Paris et l'ensemble de l'agglomération d'une gouvernance qui soit à la hauteur de toutes les métropoles. Il en va non seulement de la qualité de vie, du dynamisme de la région capitale, mais aussi quelque part de la France. Parce qu'aujourd'hui, les métropoles ont un rôle majeur dans la capacité de rayonnement et de croissance des économies. Et aujourd'hui, la segmentation qui existe entre Paris, sa banlieue, les communes, les départements, tout ceci aboutit à une perte d'énergie, une perte de cohérence, une perte de rayonnement de l'agglomération parisienne. Alors, je pense que c'est à ce niveau-là que la gauche, en se mettant à ce niveau d'exigence, qu'elle répondra aux aspirations des Parisiens et qu'à partir de là, elle gagnera une confiance qu'elle a jusqu'à présent effectivement trouvée depuis de différents scrutins. Oui, mais enfin, vous avez quand même lancé un pavé dans la mare en vous en prenant à Anne Hidalgo. Non, je ne m'en suis absolument pas pris à Anne Hidalgo. Hein. Absolument pas. Non, moi, personnellement... Vous dites que c'est une candidature improvisée. Non, le processus il y a dans quand lequel même un on moment qu'on la voit arriver, cette candidature. candidature. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que la procédure que nous avons choisie ou que nous serions en train de choisir de fait, c'est-à-dire l'annonce de candidature, alors qu'on n'a pas eu de discussion collective sur le projet, alors qu'on n'a pas de discussion pour l'instant sur la stratégie électorale, et qu'on passe tout de suite au problème, j'allais dire, de la question des personnes, me paraît quelque chose qui est peu conforme à nos traditions, y compris au plan national. Lorsque nous avions fait des primaires pour désigner François Hollande, nous avions d'abord réfléchi à un projet socialiste, réfléchi à une stratégie politique, et enfin décidé de la personne la mieux choisie, la mieux à même de mener ce combat. Voilà, je constate aujourd'hui qu'on a pris, ou plus exactement que certains, et Anne Hidalgo a pris l'initiative de bouleverser ce qui était un calendrier plus logique. Je le constate, c'est tout. Alors, les proches de Madame Hidalgo répliquent en disant que ça relève chez vous d'un tempérament, attendez, je cherche le mot, tumultueux, plus que de préparatifs d'une candidature. Vous préparez une candidature à Paris ou pas? L'idée que tout serait joué d'avance, que Paris appartient à certains, que ce soit la gauche ou à certaines personnalités, et qu'on ne puisse absolument pas dire son mot sur le contenu d'un projet, qu'il n'y ait pas de discussion politique, tout ça m'est étranger. Personnellement, moi j'ai une tradition démocratique. Je pense que les choses doivent se faire autour du débat d'idées, et qu'à partir de là, il est logique que ce débat s'installe. Et je pense que rien ne serait pire pour la gauche si elle n'avait pas l'ambition de mener un débat. Personne ne peut s'auto-proclamer. Paris n'appartient pas à la gauche, ni à qui que ce soit. Et donc vouloir absolument nier le fait que l'on doit avoir une approche collective des problèmes, qu'on doit débattre, qu'on doit faire des propositions, et tout ça avec, comment dirais-je, tout simplement au nom d'un héritage, me paraît quelque chose qui n'est pas positif. Pour vous, Madame Hidalgo, c'est autoproclamé, si je vous écoute bien. Écoutez, dans l'état actuel des choses, elle a annoncé qu'elle serait éventuellement candidate. C'est son droit le plus strict. C'est un peu surprenant par rapport à notre calendrier, mais vous permettrez quand même qu'un certain nombre d'entre nous se disent qu'il est quand même utile de savoir ce que nous allons faire pour Paris. Et qu'on ne se borne pas simplement à approuver telle ou telle candidature. Il y a quand même des sujets. C'est-à-dire, si les gens vont voter pour nous, c'est parce que nous allons avoir des idées. Nous ne sommes pas simplement dans la représentation symbolique ou partidaire. Votez pour nous parce que nous sommes socialistes. Non, votez pour nous. Certes, nous avons des valeurs qui sont celles de la gauche, mais nous avons des projets pour Paris.
Voilà ce que je veux entendre, ce que je voudrais entendre dans les semaines qui viennent, c'est qu'on parle de la vie des Parisiens, que l'on parle des projets pour Paris. Par exemple, j'abordais tout à l'heure la question du Grand Paris. Je suis absolument stupéfait de voir que dans l'état actuel des choses, personne n'en parle de façon collective. On s'apprête à délibérer à l'Assemblée nationale d'ici quelques semaines. On serait bien en peine de savoir quelle est la décision collective des socialistes parisiens ou des socialistes d'Île-de-France. On nous dit que des élus ne sont pas d'accord entre eux, que la région pense une chose, que le maire de Paris pense autre chose. C'est pas le problème. Nous avons, nous, l'habitude de penser collectivement. Nous avons l'habitude de construire des projets de façon collective et publique, et non pas aujourd'hui dans dans l'approche d'un certain nombre de décisions qui se fait dans le manque de transparence absolue. Alors d'autant plus qu'il n'y a pas que les socialistes. Vous pouvez avoir aussi une concurrence à gauche. Par exemple, on peut très bien imaginer Cécile Duflot vouloir y aller elle aussi. Ça a été une hypothèse tout à fait envisagée. Mais pour ma part, je pense que la gauche aurait tort de se laisser aller à une facilité de la division. Je pense que dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, si la gauche, et notamment la gauche gouvernementale, prenait la responsabilité d'une logique de division, ça aurait des conséquences majeures, non seulement pour les élections parisiennes, mais au plan national. Donc pour ma part, j'appelle tout le monde à la raison et à la réflexion et à l'unité. Et à droite, est-ce que vous croyez que François Fillon va y aller, lui ? Il va prendre le risque de se présenter en 2014 ? Je ne crois pas, ce serait un mauvais candidat. D'abord parce que on n'est pas candidat à Paris comme étant une étape intermédiaire pour aller vers d'autres élections. Je ne le crois pas. Je pense que grâce à l'action de Bertrand Delanoë d'ailleurs, et à la manière dont il a envisagé sa candidature... Vous avouez que ça sera risqué aussi pour lui. Parce que s'il gagne, très bien, comme vous dites, comme étape intermédiaire, mais enfin s'il perd, c'est 2017 là, voilà, qui est en jeu. C'est une des raisons supplémentaires qui me font penser qu'il n'est pas candidat, et qu'il n'est pas un bon candidat, et qu'il ne sera pas candidat. Alors, vous êtes médecin. Est-ce que vous pensez que les salles de shoot, c'est une bonne idée ? Je pense que c'est une idée nécessaire pour une petite partie de la population. Nous avons dans nos rues, dans certains quartiers, des concitoyens qui sont dans un état de précarité sanitaire et sociale absolue et qui sont amenés à se droguer au vu et au su de tout le monde, dans des cages d'escalier, dans des rues. Tout le monde le sait, personne ne fait rien. Je dis halte à l'hypocrisie. Pour plus de sécurité sanitaire et pour plus de tranquillité des populations, il faut ouvrir des lieux qui rassembleront quelques dizaines de personnes et qui trouveront des lieux sécurisés pour eux et pour l'entourage urbain, de façon à être pris en charge, comme ça existe, comme vous le savez, dans une quinzaine de pays européens. Alors, Jean-Marie Le Guen, on va parler du mariage homosexuel, puisqu'on a vu ces derniers temps un certain nombre de prises de position religieuses, mais pas seulement. André 23, ce matin encore dans le journal du dimanche, il y a eu les prises de position du grand rabbin Gilles Bernheim. On voit aussi, et il faut bien le reconnaître, que les sondages évoluent. Est-ce que ça va vous pousser à reconsidérer les choses, ou au moins à reconsidérer la méthode ? Écoutez, le choix en faveur du droit au mariage pour tous, c'est un choix qui a été annoncé par François Hollande, qui a été débattu depuis des années. C'est une aspiration portée dans la société, reconnue toujours aujourd'hui par une majorité de Français. Moi, personnellement, je ne suis pas choqué de voir que des forces spirituelles puissent s'exprimer et donner leur point de vue. J'ai lu les propos de Gilles Bernheim, par exemple, que je trouve intéressants. Je ne suis pas d'accord avec l'ensemble des points qu'il avance, mais il le fait sur un ton et d'une façon que je trouve normale. J'estime normal que les forces spirituelles s'expriment, notamment vis-à-vis de ceux et de celles qui partagent leur religion, mais qui portent aussi dans la société une certaine forme de débat. Par contre, je trouve que aujourd'hui, la manière, la virulence, la tonalité, les pistes avancées par Monseigneur 23 me font penser à un véritable retour en arrière choquant de l'Église catholique. Je pense qu'elle ne peut pas se permettre de se porter à ce niveau-là, de cette façon-là, sur ce sujet. Je rappelle quand même, et il faut le rappeler, que l'Église catholique est toujours contre l'IVG, qu'elle est contre la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, qu'elle était même contre le mariage civil, qu'elle est contre l'IVG,
sujet, qu'elle est contre la contraception, et que à partir de ce moment-là, je pense qu'elle devrait, par rapport à ce qu'est la société française, avoir une approche qui soit, j'allais dire, plus pédagogique et moins péremptoire. Et donc, je suis choqué par cette attitude dont je pense qu'elle a à voir avec une espèce de retour vers un fondamentalisme qui me pose problème. Voilà. Donc je trouve logique et normal, encore une fois, que les églises, les religions participent au débat. Je trouve dommageable qu'elles participent à un mouvement de rejet de ce qui a été une décision démocratique. Voilà. Qu'elle interpelle les consciences des élus, des citoyens. Une décision démocratique, elle n'est pas encore prise, la décision. La décision démocratique, c'est quand même qu'il y a eu un vote aux élections présidentielles et aux élections législatives, où d'une façon très ostensible, très claire, très nette, c'était dans le programme de François Hollande. À partir de ce moment-là, je trouve logique qu'on interpelle, qu'on donne à réfléchir. Encore une fois, ça me paraît être du rôle des églises. Autre chose est la perspective d'organiser des mobilisations, peut-être demain dans la rue, pour défendre des attitudes qui, fondamentalement, risquent de tourner à une agression contre les homosexuels, ce qui pose problème quand même dans notre société. Je pense qu'une attitude plus charitable, plus accueillante, serait, me semble-t-il, la première des choses pour toutes les religions. Donc plus de prudence, moins de caractère péremptoire, moins d'intervention sur le terrain social, plus d'intervention ou autant d'interventions sur le terrain spirituel. Les formes d'action ne sont pas neutres dans cette affaire, et je pense qu'une interpellation intellectuelle, spirituelle est légitime. Une forme d'action politique ou sociale ne l'est pas. Alors, vous reconnaissez que les traditions, les familles spirituelles ont leur mot à dire. Est-ce que, dans la mesure où c'est quand même un problème de conscience, est-ce que vous ne trouveriez pas normal que les députés aient une liberté de vote sur un problème qui est un problème de conscience ? Mais ils l'auront. Mais bien sûr, moi je suis pas du tout... Non mais tout est un problème de conscience. Vous savez, soyons pas trop hypocrites, y compris de voter un budget pour savoir si on va dans un sens ou dans un autre, c'est aussi un problème de conscience. Mais moi je ne suis pas choqué de la liberté de vote, y compris d'ailleurs parce qu'il y a des parlementaires de droite qui voteront pour la reconnaissance de ce mariage homosexuel. Bien évidemment. Alors, je ne suis pas choqué par la liberté de vote. On n'a pas l'impression que vous en prenez le chemin, parce que... Mais si, non, vous avez bien vu, sur des sujets, même comme le traité européen, on a eu liberté de vote. Alors, si vous croyez qu'il y a les moyens d'obliger les parlementaires socialistes à voter contre leur conscience, non. Mais il y a aujourd'hui une majorité de parlementaires, de gauche et au-delà de la gauche, qui pensent que cette demande va dans un sens de reconnaissance d'une certaine forme de normalité, de refus de l'homophobie, et donc d'acceptation. Je parle du mariage. Je parle de l'adoption. Voilà. Après, il y a d'autres demandes sur lesquelles il y aura aussi beaucoup de débats à l'Assemblée nationale. Je pense par exemple au débat sur la PMA. Et là-dessus, je ne sais pas ce que fera la majorité des parlementaires. Parce que nous écoutons, nous voulons débattre, nous voulons légiférer au regard de ce qu'est véritablement les besoins de la société et les avancées possibles. Mais nous ne sommes pas, encore une fois, nous n'agirons pas sous la menace ou sous les démonstrations de force ou d'activisme de groupes religieux. Nous pensons que la religion doit respecter la laïcité, elle doit s'exprimer au plan de la spiritualité, elle ne doit pas s'exercer dans la rue. Ceci nous renvoie d'ailleurs à d'autres religions. C'est vrai pour tout. Pour toutes et pour toutes. Si on accepte qu'une religion commence à manifester dans la rue, pourquoi pas d'autres ? Voilà. Je pense qu'il est temps de rappeler un certain nombre de canons de laïcité, respect du débat, la laïcité, et puis aussi avoir des attitudes un peu moins péremptoires. Quand on est, encore une fois, qu'on a été contre le Pacs, qu'on a été contre le mariage civil historiquement, qu'on a des attitudes très négatives vis-à-vis de l'homosexualité, et où parfois il y a peu encore une fois, d'acceptation de la demande et de l'écoute de ces personnes, qu'on est toujours contre l'IVG, contre la contraception, qu'on est contre la PMA pour les femmes, je dis attention à de voir une Église de France qui soit sur un retour en arrière que je trouve choquant. Alors, Monsieur Le Guen, dernière question, et sur un sujet tout à fait différent. Le feuilleton à rebondissement du rapport Gallois va bientôt prendre fin, puisque Monsieur Gallois va présenter demain son rapport au Premier ministre.
Qu'est-ce qu'on va en faire de ce rapport dont on a tant parlé? On va enterrer les 35 heures ou bien on va enterrer le rapport Gallois? Moi, je suis fondamentalement pour qu'on écoute avec beaucoup d'intérêt ce rapport Gallois. J'ai entendu Louis Gallois parler non pas des propositions qu'il allait faire, puisque personne ne les connaît en dehors de lui-même, mais du diagnostic qu'est le sien. Je pense qu'il faut que les Français s'approprient véritablement le discours et le diagnostic qu'il y a en la matière. Ce que va dire Louis Gallois est très important pour l'avenir de notre pays. Alors, je pense que nous n'allons pas l'enterrer. Je pense que ça ne va pas se régler en 2 jours et je ne crois pas que la réponse au rapport Gallois soit 2 mesures, quelle qu'elle soit, aussi simple. Je pense que c'est une prise de conscience profonde qui doit exister sans doute au niveau gouvernemental, mais plus encore au niveau des Français, à tous les niveaux. Est-ce que nous voulons ou pas que la France déserte le terrain industriel? Ce qui est en train de se passer depuis 5 ans. Nous avons, je reprends des chiffres qu'il a cités publiquement, donc voir que la France était excédentaire en balance commerciale de l'industrie il y a 5 ans de plus 25 milliards, qu'elle est déficitaire de moins 25 milliards. Que nous sommes aujourd'hui, que nous avons une production industrielle qui est en valeur relative par rapport au PIB, l'avant-dernière parmi les pays de la zone euro avec Chypre derrière nous. De voir que il y a un problème de compétitivité aussi, c'est le coût du travail. La compétitivité n'est pas que le coût du travail. Mais je pense que le coût du travail est un des éléments qu'il faut prendre en compte, absolument. Pour l'industrie, pas pour l'ensemble des entreprises. Oui, pas pour le commerce, pas pour le service, pas pour tous ceux qui ne sont pas soumis. Nous avons un problème, non pas d'ailleurs de coût du travail, on va appeler ça autrement, mais de profitabilité. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que le coût du travail, il y a le coût de l'immobilier, il y a le coût des services qui sont fournis dans les entreprises. Nous avons donc un problème de profitabilité. Nos entreprises, notamment les PME industrielles, ne profitent pas assez, n'ont pas suffisamment les moyens d'investir, de se développer à l'étranger, de se regrouper avec d'autres pour avoir une efficacité économique, de faire de la recherche et du développement pour sortir un certain nombre de produits. Plus tout un tas d'éléments, je ne vais pas en 2 minutes ici résumer toutes les problématiques dites hors coût de notre perte de compétitivité. Mais pour ma part, je pense que nous sommes à un moment historique de notre pays. Je fais partie de ceux qui ne peuvent pas accepter que la France perde son caractère industriel. Il en va sans doute d'une forme d'identité nationale et de capacité de rebond pour les générations futures. Cela demandera donc des efforts. Pas des efforts au sens où nous le demande la droite, c'est tout simplement une ponction massive sur le pouvoir d'achat des Français. D'ailleurs, il y a un paradoxe. J'entends les leaders de la droite se plaindre qu'on demande quelque chose comme 5 à 10 milliards, notamment aux Français les plus riches. Et aujourd'hui, ils voudraient ponctionner 30 milliards d'euros sur l'ensemble des Français en termes de consommation, au nom de cette compétitivité. Eux qui n'ont rien fait. Eux qui critiquent les prélèvements à hauteur, encore une fois, je le rappelle, de moins de 5 milliards pour les Français, et ils nous en demandent 30 supplémentaires. Donc, il faut évidemment gérer toutes ces contraintes, mais en même temps savoir que nous sommes à une étape décisive de notre réflexion sur l'avenir économique de notre pays. Donc je suis, moi, personnellement, très attentif et très ouvert à ce que va dire Louis Gallois. Et ça ne se réglera pas, et si vous le permettez, demandons aux médias de ne pas nous demander simplement de réagir en oui ou non et du jour au lendemain. C'est un processus nouveau qui doit s'ouvrir de réflexion et de réorientation de notre politique économique. Merci Jean-Marie Le Guen, député de Paris, qui était ce matin l'invité du grand entretien.